Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, bah, ça y est, tout le monde est, Bonsoir à tous, on va commencer la capsule vers le réel avec Iris. Alors, supraconscience, c'est une aspiration de plusieurs personnes et on a voulu vraiment démystifier le mot conscience dans à l'heure actuelle. On veut démystifier ce mot conscience et donc on a cherché un peu de plein de personnes qui pouvaient parler de la conscience et donc on est tombé sur Iris, on est tombé sur plein de gens et ça va être plutôt une supraconscience, ça va être une association qui va permettre d'ouvrir, d'amener des graines, un peu d'aller germer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'est la conscience, d'où on va, etc. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand, donc il n'y en a pas qu'une seule en plus de questions de conscience, c'est plutôt un état d'être, je pense personnellement. Donc c'était vraiment ça, supraconscience. Nous avons voulu vraiment créer cette association pour parler de conscience et démystifier ce mot conscience et de voir qu'il y a tellement de consciences différentes, qu'il y a tellement de gens qui vont parler de ça avec des mots différents, avec des perspectives différentes aussi. Donc c'est ça, supraconscience, c'est vraiment ça, c'est parler de conscience, c'est d'ouvrir la conscience, d'ouvrir aussi cette ouverture avec le cœur, avec son âme, avec son esprit. Donc je vais laisser parler un peu Karine pour voir comment ça se passe cette capsule. Et après, on laissera place à Iris et parler de conscience et de conscience Égypte antique. Voilà. merci François-Xavier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Iris. Alors toi, on te connaît bien sous l'appellation les Chroniques du Tarot, Ouais. euh, parce que tu t'es tarologue. Et puis, tu t'es aussi beaucoup spécialisé principalement sur l'Égypte. Mm. C'est quelque chose qui te parle beaucoup. Tu fais des formations, des initiations. Tu en as une là qui commence bientôt. Voilà, donc je vais te laisser te présenter, puis présenter un petit peu ce que tu nous proposes ce soir, qui a l'air extrêmement intéressant. J'espère. Oui. Bah, déjà, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de participer à ce live ce soir. Donc, pour les personnes peut-être qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Iris ou Iris Madeleine. Voilà, vous pouvez m'appeler les deux parce que c'est voilà, un prénom en deux parties. Alors, moi, je suis donc effectivement tarologue. Disons qu'en tout cas, c'est la première chose en fait vers laquelle j'ai été dans mon parcours, hein, ça a été le tarot de Marseille. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours en fait avec le tarot comme maître, comme j'aime bien l'appeler, parce que moi vraiment le tarot a été un maître initiatique. J'ai commencé à m'intéresser fortement à l'Égypte antique parce que j'ai reconnecté, on va dire, je pense à un moment donné à certaines mémoires. Et donc j'ai commencé à étudier l'égyptologie et à faire des liens en fait entre le tarot de Marseille et la cosmogonie égyptienne. Donc on va dire que c'est vraiment aujourd'hui les recherches principales que je fais. Alors forcément, en faisant des recherches et des liens entre l'Égypte antique et le tarot de Marseille, j'ai forcément fait des liens aussi avec d'autres traditions, donc avec la Kabbale, dont je suis pas du tout spécialiste, hein, et également le chamanisme. Avant de commencer du coup la conférence, je tiens à préciser que je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas égyptologue non plus, même si mes recherches, je fais vraiment des études égyptologiques. J'apprends l'écriture hiéroglyphique. Donc, il y a vraiment un socle, d'enseignement et de connaissances historiques qui, à mon sens, est vraiment, ce socle est vraiment important, surtout quand on est dans le domaine de l'ésotérisme qui est quand même extrêmement vaste, dans lequel on va trouver énormément de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment à cœur dans mes recherches, en fait, d'avoir quand même un socle solide d'un point de vue historique. Moi, ça, c'était vraiment important. Donc, voilà à peu près. Donc, je ne vais pas trop parler de tout le parcours que j'ai parce que ce serait peut-être un petit peu long.
Mais ce soir, donc quand, Karine et François-Xavier m'ont proposé de faire une capsule sur la conscience, bah, forcément, je me suis dit que c'était intéressant effec de parler de la conscience d'un point de vue, de l'Égyptien, de l'Antiquité, à savoir que c'est ma vision, de la conscience égyptienne. Même si dans les grandes lignes, on va parler des corps conscience, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de recherches et de découvertes qui ont été faites à ce sujet-là. Mais, c'est difficile aujourd'hui en tant qu'être, incarné dans bah, dans un corps et dans une conscience occidentale, on a forcément, un regard qui va être biaisé par rapport à ce qu'était, la réalité à l'époque. Donc moi, je vais vous parler de mon regard, en fait, sur l'Égypte. Comment est-ce que, j'ai pu, l'appréhender dans mon parcours, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, par rapport aux mémoires, auxquelles j'ai pu reconnecter, par rapport également au tarot de Marseille et à tout l'enseignement, qui a été transmis, en fait, de l'Égypte jusqu'à nos jours. Donc en fait, je vais commencer par vous parler, justement, bah, des corps conscience parce que, en Égypte, il y a le corps physique de l'être humain, donc le corps Djet. Et ce corps physique a plusieurs constituants, qui vont, on va dire, qui vont s'exprimer, qui vont se manifester, sur divers plans, donc pas forcément sur le plan, terrestre, hein. On va être aussi sur des plans, on va dire, plus célestes, plus cosmiques. Donc on parlera tout à l'heure, du plan de la Douat. Et donc ces corps conscience, sont, 9, alors il y a principalement 9 constituants, de l'être en Égypte, certains en comptent 12, mais on va dire qu'il y a principalement 9 constituants de l'être, 9 corps conscience qui, comme je vous dis, donc se manifestent sur différents plans, des plans subtils et qui vont être porteurs de diverses, informations. Donc déjà, je trouve que c'est très intéressant de voir que pour, l'Égyptien, le corps physique est une forme de conscience, mais par exemple le cœur physique va être aussi une autre conscience. On va avoir, un autre cœur qui va être relié à un autre plan, qui va être relié au plan céleste, qui est, le cœur Ib, qui est encore une autre conscience et c'est comme ça pour ces, 9 corps, que nous, on pourrait voir comme les différentes couches de l'aura, qui sont tous reliés de manière intrinsèque, les uns les autres et qui sont tous reliés donc à divers plans subtils et qui nous sont, invisibles. Ces plans qui vont être des plans plus énergétiques auxquels on va pouvoir avoir accès par divers biais. On va pouvoir avoir accès notamment par le plan, de l'image. Jung a fait pas mal de recherches à ce sujet. Je ne suis pas du tout une spécialiste de Jung, même si j'ai lu certains de ses livres et je m'y suis intéressée. Mais le plan imaginal qui est, en Égypte, qu'on pourrait, traduire vraiment par le plan de l'image et qui va passer par l'image en elle-même. Donc on va avoir dans les temples en Égypte des fresques, des hiéroglyphes, qui, n'ont pas du tout été faits au hasard et qui permettent en fait de se connecter justement, de se relier en fait à un autre plan d'existence que, cette réalité dans laquelle, nous sommes. Ce qui, je trouve est très intéressant, c'est que pour les Égyptiens dans l'Antiquité, la vie était une préparation à ce qui pour eux en fait, était, on ne peut pas dire plus important, mais en tout cas, qui avait une importance capitale, c'était, ce que nous on appelle la mort. Donc nous, on a une vision de la mort, assez dramatique, et donc qui génère énormément de peur dans nos civilisations. Et donc, toutes ces peurs, cristallisées, par lesquelles on va être extrêmement conditionné, vont, créer, la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, une société, bon, qui est quand même, plutôt névrotique. Pour l'Égyptien ancien, la vie et son parcours dans la vie était une préparation justement au fait de, passer le cap. Parce que l'Égyptien, pour lui, le mot mort, signifiait, pas grand-chose en fait. On disait passer le cap. C'est-à-dire qu'en fait le cas, on pourrait dire que c'est le double énergétique du corps et quand le cas, quitte le corps physique, en fait, il passe à un autre niveau d'existence. Donc là, je vais vous faire le lien avec, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille que je vais sortir parce que j'ai pris mon tarot avec moi. Et donc qui est un état, de transformation. C'est-à-dire que, le corps physique
va du coup entrer en putréfaction et donc va devenir un corps conscience. Donc, il mettait vraiment en fait une conscience dans le corps, dans ce que nous on appelle le cadavre. Il y avait vraiment une conscience dans ce corps et tout le rituel de momification était une connaissance, une science extrêmement poussée, avec de véritables connaissances justement sur l'invisible. Et ce rituel de momification avait pour un intérêt très particulier, c'est-à-dire en fait de réunifier tous les corps conscience pour que l'être qui se désincarne, donc qui meurt, qui passe son cas, une fois passé de l'autre côté, en fait, soit unifié sur un autre plan d'existence qui est le plan de la douate. Donc le plan de la douate pour les Égyptiens, je vais essayer de ne pas trop m'égarer parce que c'est quand même assez vaste. Le plan de la douate, en fait, pour les Égyptiens, c'est, on va dire, un plan intermédiaire déjà. Et c'est un plan de conscience sur lequel vivent les archétypes, donc les dieux et les déesses, qui pour moi, vraiment à mon sens, ont une existence qui leur est propre. Et donc, en fait, ce plan de la douate est une sorte on va dire, de plan inversé du nôtre. Donc c'est un plan qui, de notre existence sur Terre, nous est invisible et par lequel on peut accéder par divers biais. Donc ça peut être par le biais de méditation profonde, par le biais de sorties hors du corps ou d'expériences de mort imminente, de mort provisoire, mais également par la prise de substances, de plantes entéogènes qui vont permettre d'entrer en connexion justement avec les dieux, avec le divin, et en fait de se connecter en fait à une forme de connaissance. Une connaissance, on va dire une connaissance directe. Une connaissance, directe, je ne pourrais pas dire vraiment intuitive parce que pour moi la connaissance intuitive, elle est plus liée à ce qu'on expérimente vraiment dans notre corps physique, dans cette réalité, hem, par, ce qu'on pourrait appeler des formes de canalisation. Après, être prudent aussi sur les termes qu'on met sur la canalisation, hein. Je sais qu'il y a des vraies recherches scientifiques qui ont été faites à ce sujet, qui sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, donc on a ce plan de la douate, cette personne qui va décéder, hein, pour nous, qui va mourir, qui va passer son cas. Et en fait, ce rituel de momification va permettre de réunifier tous ces corps conscience pour lui permettre en fait d'accéder à une autre conscience de l'autre côté. Et pour les Égyptiens, la mort, en fait, c'est le passage d'un état à un autre. Donc, on va être dans une transformation qui va permettre d'accéder à un autre plan de conscience. Donc, en fait, du vivant des Égyptiens, l'être qu'on va apparenter à Képri, le scarabée, en fait, que j'ai là. Le Képri, en fait, c'est celui qui chemine. Voilà, là j'ai pris, j'ai un scarabée doré, un scarabée d'or. Donc on disait juste avant qu'on avait eu pas mal de synchronicité tous et toutes ces derniers temps avec le scarabée d'or, qui est justement le symbole que Jung a donné aux synchronicités. Donc le scarabée en Égypte, le Képri, c'est l'être qui va cheminer d'incarnation en incarnation, de transformation en transformation pour accéder à des consciences on va dire, à affiner en fait sa conscience pour retourner au divin, retourner en fait de là où il vient. Et donc ce Képri, cet être en cheminement et en transformation spirituelle constante, va à un moment donné dans son cheminement, dans son parcours, accéder à d'autres consciences, mais à un moment donné, en fait, dans notre corps physique qui ne nous permet pas d'accéder à tous les plans, cet être en fait va se trouver étriqué et le passage de ce que nous, on nomme le vivant à la mort, va être un passage fondamental dans la transformation de l'être. Alors après, effectivement, il y a toutes les réincarnations successives, mais entre chaque réincarnation, entre chaque incarnation, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un passage qui se fait sur un autre plan qui va être déterminant puisqu'il va y avoir le retour des mémoires, en fait, un travail sur les mémoires. En Égypte, on a la psychostasie, donc qui est la pesée du cœur, qui est bien entendu en fait une métaphore
Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'être va connecter à ce corps conscience du corps Ib. Donc Ib, c'est vraiment le cœur de lumière, le cœur d'amour qui permet d'accéder à cet état christique qu'on va retrouver justement voilà, dans la tradition judéo-chrétienne. Cet état de cœur d'amour, d'amour inconditionnel, en fait, c'est l'état d'Osiris, en fait. L'Osiris, donc Osiris va se faire tuer par son frère Seth, va être découpé en 14 morceaux et par la magie d'Isis, en fait, va d'ailleurs être le premier être qui va être momifié. Hein, c'est la première momification, c'est celle d'Osiris. Par la magie d'Isis, par le rituel d'Anubis, etc., qui va être donné par le dieu Thoth et va permettre en fait à Osiris de renaître sur un autre plan. Et à partir du moment où cet Osiris renaît sur le plan de la Douate, donc on est clairement dans la conscience de l'immortalité. Hein. Isis, par son amour et par sa magie, va lui redonner son phallus, qui était le morceau qui était perdu. Et de l'union d'Isis et Osiris sur ce plan de la Douate, en fait, vont donner naissance à un troisième principe, un principe trinitaire qui est l'enfant Horus. Et donc toute cette mythologie est en fait l'histoire en fait qui permet de situer l'être aussi dans son cheminement et de transmettre un enseignement qui est fondamental, c'est l'enseignement en fait de l'immortalité, mais que cette immortalité va passer par le corps physique quand même, parce que le corps physique va être fondamental dans ce processus, hein, comme je disais tout à l'heure, pendant tout le rituel de momification, ça va être vraiment fondamental. Mais en fait, le corps physique, à un moment donné, va redevenir poussière et l'être, en fait, va renaître sur un autre plan. Alors, quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que j'aimerais préciser, c'est que quand je parle de toutes ces divinités, en Égypte, on a tendance à parler de monothéisme. Les dieux et les déesses d'Égypte sont tous des faisceaux d'énergie d'une seule et même conscience. Et ça, c'est hyper important de bien le comprendre parce que si on estime qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs déesses, effectivement, on est dans une forme de monothéisme, mais là, on ne parle pas de monothéisme en fait en Égypte. C'est un polythéisme, c'est-à-dire qu'il y a une source, une conscience unique qui va en fait donner naissance et qui va se manifester à travers plein de consciences différentes. Donc en réalité, les dieux et les déesses qu'on va retrouver dans le panthéon égyptien sont d'une certaine manière au même niveau que l'être humain, d'une certaine manière hein, seulement, parce qu'ils sont cette manifestation divine. Et l'être humain est aussi cette manifestation du divin. Donc on part vraiment d'une seule et même conscience à la base. Et l'être humain, dans son parcours de Képri, comme je vous ai tout à l'heure, ce scarabée, en fait, de transformation en transformation, va pouvoir en fait retrouver le chemin jusque de là où il vient, donc jusqu'à cette source, jusqu'à ce divin. Donc après, je ne vais pas forcément parler du Moon, de l'océan primordial, parce que ce serait vraiment long et puis peut-être un peu plus compliqué d'aborder ce sujet-là. Mais globalement, en fait, voilà ce à quoi aspiraient les anciens Égyptiens. Pourquoi est-ce que le corps physique avait tant d'importance? Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans le domaine spirituel, c'est qu'il y a un lien extrêmement important entre le corps et la conscience, parce que ce corps euh, qui, euh, qui nous est octroyé pendant notre incarnation est une manifestation du divin et nous permet nous-mêmes en fait de manifester en nous le divin. Alors, j'essaie de pas trop si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les poser. Donc, alors du coup, Non, mais j'essaie c'est plutôt clair. Et puis toi, tu fais le lien aussi entre, justement, tu parlais d'image, d'imagerie, que c'était très, très important, et avec le tarot de Marseille, parce qu'on dit aussi souvent que le tarot peut avoir une origine égyptienne.
Alors ouais, voilà, donc en fait, le plan de l'image est, pour moi en tout cas, est fondamental parce que déjà, il y a, la vibration de l'image, la vibration des formes, et donc le tarot de Marseille, il y a un courant qui est pas hyper connu mais sur lequel enfin, j'essaye vraiment, de, de diffuser en fait ce courant par rapport au tarot. C'est-à-dire que le tarot est, opératif. Que, l'imagerie du tarot est une imagerie opérative et qui va permettre en fait d'envoyer on va dire des sortes de messages en fait, au niveau de l'inconscient pour générer certaines choses, certaines prises de conscience, un travail intérieur, d'un point de vue archétypal justement. En Égypte, effectivement, on retrouve en fait l'importance de ce plan de l'image dans tous les temples égyptiens, où on retrouve toutes les histoires, les mythes des dieux et des déesses, où on va retrouver justement tous les rituels de magie opérative, comme celui justement de la momification, hein, qui était un rituel de magie opérative, qui est un rituel qui date d'avant les premières dynasties égyptiennes, hein, donc c'est extrêmement ancien. Et le lien avec le tarot de Marseille que j'ai pu faire, en fait, c'est déjà au niveau de l'enseignement spirituel qui est véhiculé par énormément de courants ésotériques, de courants de mystique, de gnose, qui est justement celui du cheminement de l'âme à travers l'existence, qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille, qui va être symbolisé par les 22 arcanes majeures. Donc, de l'arcane 1, le battleur, donc qui symbolise vraiment l'incarnation du corps physique, jusqu'à l'arcane 21, qui est le passage, en fait, le tunnel, qu'on va retrouver justement dans les expériences de mort imminente, et qui permet justement d'accéder à cet autre plan de conscience, qui pour les Égyptiens s'appelait la douate. Il y a plein de manières de l'appeler, de l'appréhender. On avait parlé ensemble des travaux de Romuald Leterrier, Jocelyn Morisson et de Philippe Guillemant, Oui. sur lequel je me suis du coup beaucoup intéressée parce qu'en fait, j'ai fait énormément de liens en fait entre toutes leurs recherches. Bon, moi, je suis pas scientifique, hein, mais toutes leurs recherches et en fait, justement, cette conscience égyptienne. Tu voulais dire quelque chose, Karine? Non, ok. Donc, ouais. En fait, tu parles beaucoup de tout ce qui est. Je voudrais savoir un peu plus par rapport quand ils sont en train d'être momifiés. En fait, tu dis comme quoi la conscience, et il y a tout ça qui se rassemble dans leur corps pour pouvoir accéder à la douate. En fait, c'est ça qui. Mais c'est quoi tous ces corps en fait? Il y a quoi comme corps qui se rassemble en fait dans cette partie-là en fait? Alors, c'est pas pour accéder à la douate. Parce que, si tu veux, la douate et d'ailleurs, enfin, à mon sens, en tout cas, les expériences de mort imminente, en fait, le démontrent d'une certaine manière. C'est que de toute manière, on a à un moment donné, on va avoir accès à ce plan-là. Mais, ce qui est intéressant de savoir, c'est avec quelle conscience est-ce qu'on y a accès? Quelle mémoire est-ce qu'on garde? Justement par rapport, à tout le travail, spirituel qu'on peut faire, tout le travail de conscience qui peut être fait de notre vivant, qu'est-ce qu'on va garder une fois qu'on va arriver de l'autre côté? Le livre des morts égyptiens, qui est, on va dire, une sorte de cartographie pour moi, du monde de la douate et qui permettait en fait du vivant, parce on l'a appelé le livre des morts, mais en fait c'est le livre de sortie à la lumière du jour. Ce livre, en fait, est une sorte de cartographie et d'étapes par lesquelles, l'être va devoir passer quand il va cheminer dans la douate. Donc en fait, les Égyptiens, les initiés en tout cas, se préparaient en fait à ce passage en 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 apprenant, en visualisant et en connectant de leur vivant avec ce plan-là pour pouvoir, une fois passé de l'autre côté, comment dire? Tu sais, ne pas se perdre en fait. Ne pas se perdre dans ce plan, qui est immense et qui n'est pas un plan, tel que nous on le vit ici dans ce corps physique. Donc pour eux, c'était très important. Le rituel de momification, il va avoir pour but en fait de réunifier tous les corps conscience, donc toutes les consciences, tous les composants en fait de l'être pour lui permettre d'arriver de l'autre côté en étant d'une certaine manière complet.
tu vois? En ayant gardé ces mémoires et en ayant gardé, en ayant en fait toute son attention pour pouvoir en fait cheminer une fois de l'autre côté pour accéder justement à d'autres niveaux de conscience et pour pouvoir s'élever en fait en conscience. Parce que, et là, c'est là où on peut parler d'éveil, il y a, alors il peut y avoir un éveil comme, certains grands maîtres, Mahananda Mohi en Inde, comme, bah, Bouddha, comme Jésus. On a eu quand même sur terre, des très grands maîtres qui sont arrivés, qui étaient, comme disaient certains, des avatars, qui avaient donc déjà, cette conscience en fait d'une certaine manière unifiée. Mais il n'y a pas que cet éveil-là. C'est-à-dire que dans notre, vie, pour les personnes qui sont sur un parcours, spirituel, on va avoir, des éveils parfois de certains corps conscients, justement, un éveil du cœur, des expériences aussi, des expériences d'éveil qui du coup sont des expériences qui, ben, du coup, qui ne durent pas, qui sont simplement des expériences. Et bien, en fait, toutes ces mémoires, qui vont avoir en fait, les expériences d'éveil, elles vont avoir un effet sur tous nos corps. Et ben, toutes ces mémoires, en fait, le rituel de momification permettait en fait de les faire perdurer une fois de l'autre côté. Et est-ce que en fait aussi, on parle beaucoup est-ce que la vie, les Égyptiens plutôt, est-ce que ils se préparaient en fait à franchir ce cap en fait tout au long de la vie en fait? Est-ce que c'est pas plutôt comme nous à l'heure actuelle, on a une peur de la mort, on a une peur de pouvoir de pas savoir ce qui se passe après la mort? Est-ce que on peut faire une parallèle en fait, en fait ils apprenaient à plus avoir peur de ça et d'aller pleinement dans ce milieu-là quoi après la mort quoi en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'était de toute manière, c'était un passage obligé, et en plus de ça, pour eux, c'est là que presque commence la vraie vie, quoi, tu vois? Heu, pour l'Égyptien, le le corps physique est un véhicule qui permet d'élever sa conscience, de cheminer, et c'est tout un processus de transformation intérieure qui, à un moment donné, leur permettra de retourner, en fait, à la source. Donc effectivement, pour eux, la mort, ils n'avaient pas du tout la même vision, que nous, on peut avoir. Heu et ça change énormément de choses parce que si on imagine une société où les gens n'ont plus peur de la mort, heu, alors je pense qu'il ne faudrait pas y mettre que ça dessus parce que les Égyptiens, il y avait, enfin, c'était pas du tout la même conscience. C'est-à-dire que eux avaient conscience de l'équilibre cosmique, des lois, de l'univers, donc qui sont, par exemple, Eka qui, est, vraiment, l'ordonnancement, de la manifestation, voilà, comment les choses se manifestent, quelles sont les lois primordiales, en fait, de l'univers manifesté. Les Égyptiens étaient d'une certaine manière très responsables chacun, de ça et de cet équilibre cosmique qu'ils appelaient la Ma'at. Donc Ma'at, en fait, c'est la balance, c'est la justice, hein, dans le tarot de Marseille. Je vais sortir du coup la justice. Voilà. Hem, qui a été à un moment donné en Égypte personnifiée par une déesse avec une plume d'autruche sur la tête, la déesse Ma'at, mais qui en réalité est un concept. Et ce concept de maths, c'est un concept d'équilibre entre les polarités. Et l'opposé complémentaire de maths, c'est Isfet. Donc, si maths est l'ordre, Isfet est le chaos. Donc, ce sont en fait les deux faces d'une même pièce, donc qui sont opposées complémentaires et qui sont indissociables de toute manière. Donc, l'un ne va pas sans l'autre dans la manifestation, hein, j'entends, puisqu'on est dans un monde, duel. Mais tout le parcours pour l'Égyptien et la conscience de l'Égyptien, c'était de trouver un équilibre, en fait, entre ces 2 polarités pour accéder déjà à une conscience, plus globale et pour permettre, en fait, à la Terre, à la manifestation, au cosmos, en fait, de garder un équilibre. Et donc on est dans une société qui est tellement, tu vois, à l'opposé de la nôtre. C'est-à-dire que nous, on rejette la faute sur l'autre, on va chercher à incriminer l'autre à l'extérieur. Le président qui est celui qui détient le pouvoir d'une certaine manière, hein, de manière, vraiment symbolique. En Égypte, c'était le pharaon, Ouais. mais le pharaon était dépositaire d'un pouvoir, ce qui est pas la même chose.
Ouais, tu Nous, dans nos sociétés, en fait, voilà, le président, en fait, il détient un pouvoir, d'une certaine manière aussi qu'on lui donne. Hem, En Égypte, c'était pas réellement comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que chaque être était responsable de la Mahat et que donc il était pleinement responsable de son incarnation et également de ce qui allait se passer à l'extérieur. Donc en fait, nous qui allons chercher tout le temps des causes extérieures, pour l'Égyptien, bah, c'était d'aller rechercher qu'est-ce qui n'était pas en équilibre à l'intérieur de lui-même. Et si chacun fait ce travail déjà, ce travail d'équilibre intérieur, entre ses opposés, ce qui demande de faire un travail sur l'ombre également, bah, ça crée une société qui est totalement à l'opposé de ce que de celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça, dans cette période où on dit on est dans une période de lever des voiles, l'apocalypse, la levée des voiles, il y a l'Égypte, revient, en force. oui, oui, Pour tout moi à fait, ouais. ouais, ouais, pour moi, c'est pas du tout, enfin, pour moi, mais pour d'autres personnes aussi, hein, c'est pas du tout un hasard. C'est que, justement, en fait, on a énormément à apprendre, de cette société. Sans non plus trop idéaliser parce que bien entendu, il y a aussi eu, des conflits, des guerres et cetera, hein, bien entendu. Mais, dans l'héritage que nous ont légué, les prêtres et les prêtresses d'Égypte, cette conscience en fait, cet héritage, c'est un héritage justement, d'équilibre, des polarités, de travail sur l'ombre, hein, le corps shoot, qui est, pour les Égyptiens, qui était un corps conscience justement et d'être pleinement responsable de notre incarnation, de ce que l'on est, de qui on est et voilà et c'est à la portée, de tout le monde si tant est que les gens se sentent appelés. Après bien entendu, c'est aussi, le chemin de chacun. Il y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, hein. Qui est pris, il pousse sa bouse, en marche arrière, mais au début, elle est minuscule et puis au fur et à mesure, elle grossit parce que les expériences, parce que le cheminement et cetera et hem et donc en s'orientant à la lueur des étoiles et je trouve ça justement, très beau que, Jung en fait, ait donné, comme symbole aux synchronicités, le scarabée. Pour moi encore, c'est pas du tout un hasard, non plus. Heu, Parce que, se laisser guider par les étoiles, comme le fait, le scarabée, comme le fait Képri en fait, c'est se laisser guider par les signes de la vie et par les synchronicités. Et pour les Égyptiens, ben, c'était une forme de sagesse, en fait. Et je suis, hyper heureuse et enjouée, excitée de voir que, justement, il y a des êtres qui sont incarnés en ce moment et qui, cheminent et qui, accèdent, en fait, à ces connaissances-là, comme par exemple, le physicien, du coup, Philippe Guillemant, comme Romuald Le Terrier et Jocelyn, Morisson, qui font tout un travail par rapport à ça parce que, heu, les synchronicités, effectivement, permettent d'emprunter un chemin qui va être, plus proche, en fait, de l'être essentiel que l'on porte en nous, dénué de conditionnement. C'est-à-dire que quand on vit dans la peur, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on vit dans la peur parce qu'il y a la peur de la mort, hein, c'est la peur principale qui nous régit et qui agit, en fait, en nous. Si on arrive à se déconditionner, en fait, de toutes ces peurs pour retourner justement à cet être essentiel, le chemin qui s'ouvre à nous est un chemin, vraiment, fabuleux. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente puisque quand j'avais, 20 ans, voilà, j'ai, vécu plein de choses et cetera, mais mon frère m'avait offert le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste et donc il suit son mektoub et en fait, moi, ça m'avait tellement fascinée que je me suis dit: «À partir de maintenant, je vais vivre selon, je vais essayer de voir, les signes qui, voilà, qui viennent à moi» et c'est ce que Mmh. j'ai fait. Et en fait, ces signes, bah, ils m'ont menée, en Inde, ils m'ont, menée, au Tibet, au Népal, ils m'ont menée, enfin voilà, à plein d'endroits à travers le monde où j'ai vécu des choses extraordinaires. Ils m'ont, amené, le tarot de Marseille, ils m'avaient déjà amené le tarot de Marseille parce que j'avais 17 ans, et puis ma mère tirait déjà les cartes, mais j'avais 17 ans et ensuite mon frère m'avait offert mon premier tarot, mais il m'a ramenée en fait au tarot de Marseille.
Les signes, les synchronicités m'ont menée à l'Égypte et puis petit à petit, à force de les suivre, en fait, m'ont menée, là où j'en suis, aujourd'hui. Non sans peine, non sans douleur, mais par contre, c'est un parcours, de réalisation, personnelle incroyable et et voilà et pour moi, la conscience égyptienne, par exemple, Philippe Guillemant, pour moi, il est vraiment porteur de cette conscience-là. Moi, quand je vois un grand prêtre de Thoth, tu vois? Du temps de l'Égypte, porteur de cette connaissance, de cette science, tout ça. Et puis quand il parle aussi, je sais que Romuald Le Terrier, il parle beaucoup aussi, de la rétrocausalité. Donc, ce qu'il appelle la rétrocausalité, le fait, par, ce plan, auquel il a accédé en prenant des plantes entéogènes. Pour moi, hein, c'est le plan de la Douate, où il y a tous ces archétypes qui vivent, les animaux, le lien avec les animaux. La culture égyptienne était une culture chamanique, hein. Les masques, des dieux étaient des masques d'animaux, portaient des têtes d'animaux. Donc il y a vraiment aussi cette culture qui ramène aussi à notre propre animalité. Donc tout le travail qu'on va faire en lien justement avec l'archétype, hein, par exemple, la Sekhmet, la lionne, qui est donc la déesse à tête de lionne, qui nous ramène en fait, à notre propre, lion intérieur, donc à la puissance en fait. Et en fait, tous ces dieux et toutes ces déesses nous proposent en fait de faire un travail sur nous-mêmes, qui est un travail qui, d'incarnation en incarnation, permet de retourner à la source. Et pour en revenir à Romuald Le Terrier, donc ce qui parle en termes de rétrocausalité, c'est-à-dire en fait, de demander à notre futur en fait de nous envoyer des synchronicités, des signes pour, nous guider et nous amener en fait vers la voie, la plus harmonieuse en fait pour notre être essentiel. Pour moi en fait c'est aussi une très égyptien comme conscience. Voilà. Alors, bien entendu, pas que. Moi, je fais le lien parce que voilà, parce que je suis branchée, sur l'Égypte, mais on pourrait faire, certainement des liens avec d'autres cultures, hein. D'ailleurs, l'Égypte, on peut faire des liens avec la culture celtique, avec la culture, de l'Inde, et cetera, quoi. En fait, l'Égyptien, l'Égypte, c'était vraiment un des précurseurs, même avant. Il y a eu peut-être d'autres, les Atlantes, ou c'est pas prouvé, mais bon, on pense que ça existait quand même. Et ce que je veux dire, c'est que les Égyptiens ont amené un des précurseurs a amené véritablement une conscience dans le plan terrestre et le plan physique dans ce monde ici, dans ce monde, dans ce véhicule. Et je voudrais aussi te poser une question par rapport à, tu parles dans la Douate, quand il y a Osiris, c'est ça, et Iris qui se sont accouplés en fait pour créer Isis. Isis pardon, pour, euh, pour avoir Horus. Et en fait, est-ce que c'est pas aussi la reconnexion entre le féminin et le masculin? Parce qu'au Bien final, sûr. il y a plus de corps physique, d'apparence, toi tu es homme et toi tu es femme. C'est juste deux êtres qui se rencontrent en fait, deux Ouais, supports. bien sûr. Donc je voulais Oui, savoir oui. après ce que tu en penses, qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça? Alors bien entendu, bah oui, de toute manière, ce chemin passe par, je parlais tout à l'heure de Mahat et Isfet, donc de ces 2 opposés complémentaires et indissociables. On pourrait dire que le masculin et le féminin qui est représenté dans le yin et dans le yang, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, c'est réussir à trouver un équilibre en soi entre ces, 2 polarités. Je pense que sur terre, on a encore beaucoup de chemin à faire, étant donné qu'il y a encore énormément de guerres, de guerre, des sexes, malheureusement. C'est, justement de reconnaître en soi notre part, masculine, notre part, féminine, de trouver un équilibre entre les 2. Et également, alors Isis et Osiris, ça parle aussi des parèdres. Alors moi, je vais pas aller sur la voie, des, jumeaux, des flammes jumelles, et cetera, parce que c'est quelque chose qui pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que ça a été en plus vachement récupéré par le New Age, alors qu'il y a des enseignements, qui existent, hein, dans diverses cultures, hein, pas que dans la culture égyptienne, mais dans d'autres cultures, également. Heu, mais hem, mais effectivement, Isis et Osiris,
Donc Isis qui représente ce féminin divin et Osiris qui représente ce masculin divin, vont s'unir, s'unifier, en fait se réunir, se réunifier, puisque au départ ils proviennent de la même source, hein, puisqu'ils sont Ils sont alors frères et frères sœurs. et sœurs pour nous C'est l'unité quand même. par rapport à notre conscience. Voilà, ils sont parèdres, Oui. donc ils vont provenir de la même source, vont se manifester tous les deux donc avec deux polarités différentes, donc le masculin d'un côté, le féminin de l'autre, et vont se réunir, se réunifier donc sur un autre plan, sur le plan de la douate, et donner naissance à un troisième principe. Donc là, c'est la naissance du principe trinitaire. C'est-à-dire qu'il y a une unité qui va se scinder en deux et donner deux principes opposés, qui, quand ils vont se réunir, vont donner naissance à un troisième principe. Et ce troisième principe, en fait, il existait déjà avant. C'est le même que le premier, mais transformé quand même. Est-ce qu'on peut appeler ça la source en fait? Une source? Bah, la source, c'est pas ça. La source, c'est ce que la source, c'est ce que certains appelleraient Dieu. Tu vois, ou l'univers, ou la source, ou tu vois, la conscience universelle, ou tu vois. Donc là, c'est pas vraiment la source, parce que là, ça nous parle de manifestation quand même. Ça nous parle de la manifestation. Or, pour moi, la source, elle est hors espace-temps. Tu vois? Oui, oui, tout à fait, oui. À mon sens, elle est et manifestée et non manifestée. Donc voilà, après, ça dépend de quel point de vue est-ce qu'on se place. Donc là, moi, je parle vraiment par rapport à ma vision des choses, par rapport à mon cheminement aussi personnel, parce que forcément, c'est teinté de ça. Euh, et justement, tu vois, quand j'entends, je reviens sur Philippe Guimand, parce que voilà, en ce moment, je suis à fond, j'écoute Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, parce que ouais, c'est tellement énorme, en fait, les liens qui peuvent être faits. C'est que pour moi, par rapport au temps, justement, les Égyptiens voyaient le temps de manière spiralée, en fait. Mm. L'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, en fait, nous montre que tout est relié constamment, et d'une certaine manière, tout se passe dans une sorte de, de, de- d'unité, en fait, de temps. Puisque nous, pour nous, c'est vrai on voit, nous, le temps d'un point de vue linéaire, passé, présent, futur, mais d'un point de vue beaucoup plus élevé, d'un point de vue de la conscience, en fait, tout est en même temps. Enfin, moi, je parle par rapport à l'Égypte, hein. Et en fait, on est relié constamment au passé et en même temps au futur. Donc, ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à se reconnecter à des mémoires, tu vois, en Égypte, à des mémoires karmiques de ci, de là, etc. C'est parce que d'une certaine manière, tout est en train de se passer dans une sorte de présent perpétuel. Je ne sais pas vraiment comment le dire. Et puis moi, je ne suis pas physicienne, hein. Mais par contre, ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que le fait que si quelque chose nous a créé et nous a permis de nous manifester, c'est bien pour en tirer quelque chose. Et pour moi, par rapport à ma vision que j'ai de l'Égypte, c'est que en fait, ce qui nous a créé pour qu'on le crée lui-même. Je dis lui, ou tu vois. Cette conscience nous a créé pour qu'on la crée en même temps, puisque le temps se confond, passé, présent, futur, en fait. Mais c'est la même chose que le principe trinitaire, c'est qu'il y a une conscience qui va donner naissance à quelque chose. Ce quelque chose va lui donner naissance aussi en même temps, mais de manière, mais, mais qui va être transformée en réalité. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, hein. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Voilà. Et donc, en fait, ces synchronicités, ces messages en fait, qui proviennent du futur, permettrait de changer le passé. Et moi, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Égyptiens nous ont légué un tel héritage, parce que cet héritage, il n'a pas été légué comme ça au hasard, hein. Les Égyptiens avaient à cœur de laisser un héritage pour les générations futures. Et toute cette connaissance qui, je pense, va revenir petit à petit à travers plein d'êtres sur la planète,
qui vont justement, par des recherches, capter en fait plein de choses et remettre en fait cette conscience à jour. Je pense que les Égyptiens l'ont fait d'une certaine manière aussi pour changer certaines choses qui ont pu se passer dans le passé. Mais bon, ça c'est voilà, c'est une idée personnelle que j'ai par rapport à voilà, par rapport à diverses choses. Euh, donc voilà, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je trouve que cette conscience égyptienne aujourd'hui, si elle émerge, c'est pas du tout un hasard et elle peut nous permettre en tout cas d'avoir une vie qui est plus harmonieuse avec soi-même, mais du coup aussi avec les autres, hein, avec la nature et d'être pleinement responsable de nos incarnations, d'être pleinement responsable entre guillemets hein, du monde, parce que on va pas non plus porter tout le poids de toute la merde qui est à l'extérieur sur nous. Hein. C'est pas le but. Hein. Puis c'est pas, moi je veux pas être dans un truc culpabilisant justement hyper judéo-chrétien et tout. Merci, c'est bon. Je pense qu'on a eu notre compte. On a assez donné. Mais ouais, je pense qu'on a assez donné. Mais voilà, être conscient qu'on est sur Terre aussi pour cheminer dans tout un parcours de transformation, comme voilà, tu vois, le scarabée qui est juste derrière toi, et que cette transformation va participer aussi à la transformation collective, à la pensée collective. Est-ce que tu penses aussi, moi je pense souvent comme quoi le, l'incarnation qu'on vit sur cette terre-là, c'est juste comment ça s'appelle? Il y a plein d'expériences, de vie, etc. C'est pas, on le voit souvent comme négatif ou comme quoi c'est souffrant. Certes, quelquefois c'est très souffrant. Je ne regrette pas ça, je ne dis pas le contraire. Mais aussi, c'est juste pour nous montrer comme quoi, bah, pour amener de la conscience, de voir plus à l'intériorité, plus à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a eu ça, pourquoi on a eu cette expérience, et pour grandir et pour accéder à ces plans-là, comme les Égyptiens disent, bah, pour accéder à d'autres plans de conscience et véritablement à la droite, et pour pas après réincarner et se réincarner au fur et à mesure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que pour toi, il y a une fin à tout ça, en fait, à cette réincarnation? Oui, et justement, en fait, le plan de la Douette est un plan intermédiaire parce qu'après, il y a, pour les Égyptiens, en fait, il y a l'océan primordial qui est le Noun, qui est vraiment le but, en fait, hein, c'est de retourner La dans le source. Noun. Ouais, voilà. Donc, euh, en fait, pour les Égyptiens, effectivement, c'était vraiment important de travailler dans cette incarnation à tout ça. Après, moi, ce que je pense, c'est que ce travail intérieur qu'il y a à faire, j'espère que les générations futures, dans quelques temps, je suis un peu idéaliste, mais je me dis que peut-être auront moins de boulot à faire parce que je pense que ça passe vraiment justement par le déconditionnement. Philippe Guillemot en parle beaucoup. Il dit qu'en fait, pour aller en fait vers des lignes temporelles potentielles et qui vont être plus harmonieuses pour notre être, c'est un travail de déconditionnement intérieur qu'il faut faire. Et plus on va se déconditionner, plus on va suivre les synchronicités et plus on va aller vers quelque chose qui nous correspond et qui est plus harmonieux pour nous, plus, tout- plus les autres en feront autant. Et je pense que plus on est conditionné, plus c'est compliqué en fait de vivre et d'aller vers notre essence. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, il y a un arcane moi que j'adore, qui est l'arcane du mat, que je vais vous montrer, qui est là. Donc en fait, le mat, c'est l'être qui chemine, en fait vers le divin, hein, la tête vers les étoiles. Donc qui est pour le coup aussi beaucoup en lien avec Képri, qui s'oriente en fait à l'aide des étoiles. Et il y avait un tarologue, moi, que j'aime énormément, qui s'appelait Jean-Claude Fleurnoy, qui est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le tarot, qui disait que le mat, en fait, on pouvait le mettre en rapport avec les personnes qui avaient fait justement des expériences de mort imminente et qui donc, en fait, vont revenir dans leur corps en étant totalement transformés, en ayant une conscience complètement transformée et qui vont, du coup, d'un coup, être complètement déconditionnés, en fait. Parce qu'ils auront eu accès à un moment donné dans leur parcours à une autre réalité, à une autre conscience, beaucoup plus élevée, on va dire,
qui va en fait leur permettre de vivre leur vie avec une liberté absolue. Et du coup, Jean-Claude Flornoy appelait le mat le Bouddha idiot, c'est-à-dire celui qui va vivre l'éveil par un parcours qui n'est pas un parcours conforme en fait voilà, Typique. tout ce que, voilà, tout typique de tout ce que les bons font, c'est-à-dire des années de pratique et de méditation, et cetera. Là, hop, c'est en un éclair, voilà, le mec fait une expérience de mort imminente, il a un accident de voiture, il revient dans son corps, il revient, il est complètement transformé. Donc en fait, c'est vraiment ça l'arcane du mat. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en Égypte, le mât, c'est un petit hiéroglyphe qui symbolise le mot Nedjet, que nous, on a traduit par Dieu. Les égyptologues ont traduit par Dieu, mais qui ne veut pas dire vraiment Dieu, il veut dire, ça veut dire plus énergie, parce que justement, les dieux et les déesses égyptiens sont des énergies puissantes qui ont une existence, hein, sont des êtres qui ont, voilà, qui sont en fait des faisceaux d'énergie d'une seule et même conscience. Donc c'est ça. Et donc en fait, le mat, c'est l'énergie divine en nous en fait. Voilà, c'est un edger. Voilà. Il y a Sarah qui dit c'est comme le Yud dans la Yod, Kabbale. dans la Dans la Kabbale. Kabbale. Ouais, ouais, c'est ça. Si on reprend le mât, d'un coup, je rebondis sur le mât quand on en parle, c'est, on peut expliquer aussi que on peut aussi tourner en boucle jusqu'à avoir cette expérience dans le mat et d'un coup on passe dans cette Autre liberté et dans cette dimension-là où d'un coup on écoute nos intuitions, on écoute cette synchronicité puis on avance dans cette voie-là en fait. Exactement. Libéré, en fait, avec juste son baluchon. Parce qu'il a son petit baluchon, il a son bâton, voilà, donc en fait, il a quand même des mémoires, il a un bagage quand même. Mm, C'est normal, on l'a tous, tout à mais fait. il est libre. Alors après, il y a l'animal, en fait, qui est derrière lui. Donc après, on peut donner plein de significations, hein. Mais à l'origine, en fait, sur les premiers tarots de Marseille qui ont été retrouvés, donc ça, c'est le tarot de Jean Dodal qui date de 1701. Il y a le tarot de Jean Noblet qui est encore antérieur, qui est de 1650. Sur ces tarots-là, en fait, à l'origine, c'est une civette, c'est pas un chien. Mm. La civette, c'est l'ancêtre du chat. Ce petit être, en fait, qui est derrière lui, moi, je le vois aussi parfois comme étant justement tous ces conditionnements, en fait, la vigilance qu'on doit quand même avoir, même si on a vécu un éveil, même si on a fait cette expérience, etc., il y a quand même toujours une vigilance à avoir parce que le conditionnement est jamais loin derrière. Je Et suis donc, d'accord avec toi. c'est un travail de chaque instant. C'est un travail de vigilance intérieure. Moi, je me dis souvent qu'en final, c'est plus on va avoir d'expérience, mais au moins on va osciller de haut en bas. On va avoir des petites oscillations pour pouvoir, en fait, on va prendre l'expérience, on va vivre l'expérience, mais pas autant. On va pas redescendre vraiment dans les profondeurs. On va plutôt monter et redescendre très légèrement parce qu'on va réussir à se on va être flexible, puis on va prendre mieux, on va mieux encaisser, on va dire. C'est On comme si on continue à arrive. monter, en fait. Ça monte, Ouais. ça descend, mais bon, ça monte quand même, quoi. Oui, même si ça redescend, voilà, comme ça, Ah. c'est ça. Et Et il y a une voilà, il y a une notion, surtout, qui est fondamentale et à pas oublier non plus par rapport aux enseignements égyptiens, hein, c'est quand même, le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Égyptiens, en fait, il y avait 2 formes de cœur. Donc il y avait le cœur, physique, qui correspond, qui pour moi, en fait, par exemple, va correspondre à l'arcane de l'amoureux dans le tarot de Marseille, donc qui est l'amour terrestre, voilà, qui est l'amour grec, on va dire l'éros. Euh, et après, il va y avoir l'amour agapé, qui va être vraiment plus l'amour inconditionnel qu'on va retrouver, moi que je retrouve dans le mat, hein, pour moi dans le mat, et qu'on va retrouver également euh, dans l'arcane du monde que j'essaie de trouver. Allez, hop, tac. Donc voilà, ce mat, et qu'on va retrouver également dans dans l'arcane du monde, hein, de l'être accompli, le Christ en fait, hein. Voilà.
Et Christ, c'est un état, c'est un état de conscience. Bah, oui, Donc, oui, tout à fait. Il y en a qui disent aussi que c'était oui, un initié ou en fait le principe de l'amour. ouais, ouais. Et cette notion d'amour, voilà, pour les Égyptiens, elle est hyper importante parce que voilà, il y a le cœur Ib. Le cœur Ib, c'est le corps conscience de l'amour, mais de l'amour lumière en fait, le cœur d'amour. Mais qui ne se situe pas, ce corps conscience, même s'il est relié au plan terrestre et à notre corps physique, bien entendu, mais il ne se manifeste pas sur ce plan-là. C'est-à-dire que même il peut se manifester dans le corps, comme je vous disais tout à l'heure, on a vu des Mahananda Moyi, des Amas, par exemple, qui en est quand même une belle représentation de cet amour inconditionnel. Mais ce corps conscience ne se situe pas sur ce plan-là. Ouais, il est ailleurs. Voilà, voilà, il est ailleurs. Même s'il est relié, même si c'est relié à nous et à ce qu'on vit. Quoi. Ouais. Bah, les gens sont fascinés, hein. Ah ouais, ouais, super. Tout le monde est fasciné. Il n'y a pas de. Si, il y a une question quand même, justement, de Morgane qui dit il y avait tellement de sagesse à l'époque. Comment avons-nous pu tout perdre de la sorte? Pouvons-nous nous reconnecter à cette sagesse aujourd'hui? Parce que finalement, si le temps n'est pas linéaire et que les vies sont parallèles, comment on peut se reconnecter à cette philosophie? Alors ouais, c'est une bonne question. Alors effectivement, bah oui, toute cette connaissance, elle s'est perdue, pour, des intérêts de certaines élites et cetera, hein, c'est toujours la même histoire. Heu, c'est possible d'accéder en fait, à ces formes de connaissances, en fait, par l'intuition. Moi, je pense justement en suivant les synchronicités, hein. Moi, c'est ce qui m'a vraiment, permis, au fur et à mesure, par des rencontres en fait, bah, d'avoir des enseignements, on va dire, terrestres, hein, par des personnes, incarnées, mais aussi, par des intuitions, par des synchronicités qui m'ont menée à faire des recherches, heu, en me connectant, à l'image, pour Ouais, le coup. Voilà. C'est-à-dire que, moi je fais vraiment un travail, bah, déjà avec le tarot de Marseille, parce que c'est quand même mon outil principal, donc je travaille énormément avec le tarot, qui est d'ailleurs un super, support, pour, demander des synchronicités, par exemple. Par le tarot de Marseille, mais aussi justement par les divinités égyptiennes. C'est-à-dire que ces consciences énergies, en les voyant comme telles, on n'est pas obligé de se dire, même si on ne croit pas que ces êtres puissent avoir une existence qui leur est propre sur un autre plan, chacun, ses croyances, hein, bien entendu, mais en se connectant en fait à cette énergie, de certaines divinités, pour moi très clairement oui, elles peuvent nous enseigner. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Les dernières recherches sur lesquelles je me suis penchée, je m'étais connectée à l'énergie de Sekhmet, la déesse Sekhmet à tête de lionne, justement, qui pour le coup est très liée au chamanisme. Et ouais, en fait, c'est par cette énergie-là, par le biais de cette énergie, en fait, que j'ai commencé à accéder, bah, justement, que j'ai commencé à voir, ah bah tiens, il y a telle personne, bah, Romuald Le Terlier, par exemple, qui parle de certaines choses. Je me suis dit, tiens, c'est dingue, les liens avec l'Égypte, etc. Et de fil en aiguille, en suivant les signes, et le scarabée d'or d'ailleurs qui est derrière, hein, que en fait, ben, j'ai pu, retrouver, justement certaines choses. Alors, ce qui est pas évident, c'est que moi, c'est clair, hein, je suis dans le domaine de l'ésotérisme, je m'en cache pas, je l'assume. Mais ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que pour moi, c'est quand même important d'avoir un socle, de connaissances, fiables en égyptologie. Donc c'est vraiment, les, études que je fais, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental, déjà pour avoir une crédibilité, mmh, et puis aussi pour pas en fait, fantasmer des choses et pour pas que ça parte dans tous les sens. Par exemple, je sais que, parfois il y a on peut faire des suppositions qui sont intéressantes, mais qui restent des suppositions. On peut théoriser plein de choses, ça reste des théories comme d'ailleurs tous les universitaires. Les,
bah, en fait, tous les scientifiques, en fait, hein, proposent des théories et ces théories, bah, restent des théories. Ça veut dire qu'on peut les remettre en question, même s'il y en a qui sont plus plausibles que d'autres. Mais en fait, moi, je me situe sans être scientifique ou quoi, mais je me situe plus dans un travail de recherche par rapport à ça. Mais dans tous les cas, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'à partir du moment où on connecte avec ces énergies-là, Mm. avec ces énergies archétypales qui sont extrêmement puissantes, de toute manière, il y a un travail de transformation intérieure qui se fait. Et ce travail de transformation qui se fait, il va toujours dans le sens de l'évolution. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, à travers voilà, certaines personnes que je peux accompagner, entre guillemets, parce que je fais pas de consultation individuelle, je fais pas d'accompagnement. Mais en tout cas, quand je fais des formations, des initiations, etc., euh, il y a un vrai processus de transformation qui se met en route et toutes les synchronicités qui vont avec. Et c'est ça qui est absolument incroyable à voir, c'est que à chaque fois qu'une personne commence à mettre le pied en fait dans la conscience égyptienne, tout dans sa vie en fait, tout autour en fait, il y a, y a un vrai changement qui s'opère en fait dans la vie des personnes et qui les mène justement à certaines synchronicités. Alors après, voilà, l'Égypte, il y a pas, pour moi, il y a aucun dogme. Il y a que, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe entre soi et l'énergie à laquelle on connecte. Mm. Il y a pas de, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et cetera, et cetera. Il y a quand même des choses effectivement où il faut être prudent parce que, des fois on peut se taper, des tripes en se disant que, j'ai connecté avec, machin, avec telle, divinité, et cetera, et cetera. Il faut être prudent parce que, Jung quand il parlait, du fait en fait d'être en lien vraiment avec un archétype, Ouais. il dit que, voilà, tu peux aussi, cramer et rester complètement perché. Donc là, il n'est pas du tout question de ça. Il est question de se connecter plus à des énergies, à des signatures énergétiques qu'aux archétypes eux-mêmes. Ouais. Voilà. Mais, c'est voilà, c'est tout un travail, voilà, c'est tout un travail intérieur. Alors, il y a une question. Quand tu parlais des EMI et du fait qu'il peut y avoir un changement de personnalité complet entre avant et après, est-ce que pour toi, il est possible de faire un échange d'âme à ce moment-là? Parce qu'il dit, j'ai vu des conférences parlant des starseeds et des walk-ins disant qu'il pouvait se faire un échange d'âme entre les incarnations. Est-ce que c'est possible, ça, tu penses, quand on revient, tu vois? Alors pour moi, non. Alors après, moi, c'est pas du tout mon domaine, hein, tout ce qui est starseed, enfant indigo, tous ces trucs et tout, bon voilà, c'est pas mon créneau. Donc j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, des échanges d'âmes, non, moi je vois pas comment est-ce que c'est possible. Oh, Je pense aussi. Je suis ouais. d'accord avec toi. Étant donné qu'on a quand même des constituants de notre être, on a une signature énergétique quand même, c'est-à-dire que on a quand même un corps énergétique, hein, le K, qui on va dire est notre double énergétique, et notre corps a aussi une signature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu voulais rentrer un cube dans un rond, quoi. Tu vois? Donc à un moment donné, enfin, ou plutôt l'inverse, mais enfin, bon, peu importe. On a compris. Ça marche pas, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, voilà, justement, par exemple, ça peut être un truc, c'est une théorie que certaines, voilà, mais après de dire que ça, c'est une réalité, je trouve ça un peu dangereux. Et bon, voilà, moi, je j'adhère pas à ce truc-là. Voilà. Mais après, par contre, voilà, si, s'il y a des gens effectivement qui ont vraiment eu l'impression de vivre ça, bon, bah, après, ce qui est intéressant, c'est d'explorer pourquoi est-ce qu'on a cette sensation, tu Ouais, et vois? pas s'arrêter là. Voilà, c'est ça. Est-ce que, Iris, maintenant je suis un peu, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette surprise que tu nous avais tant parlé pendant la vidéo de la présentation. Maintenant, si, voilà, je suis curieux de savoir ce que c'est.
Parce qu'on Alors, on pourrait longtemps discuter encore, parce qu'il y a plein de ouais, choses qu'on peut C'est hyper intéressant et ensemble. puis Donc, c'est vraiment intéressant de discuter avec toi. Mais ouais, je vois qu'il est curieux. non, mais après, on peut toujours, c'est tout. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure. C'est que on parle de divinité égyptienne par rapport à plein de choses. Et quand je vois, moi, j'ai beaucoup étudié aussi le bouddhisme et j'ai beaucoup pratiqué. Donc, j'ai pratiqué aussi plein de divinités qui sont aussi courroucées, donc qui sont protecteurs, mais qui une version courroucée. Il y en a après qui sont pas courroucés, donc qui sont super joyeux, très dans l'amour. Donc, c'est vraiment, on voit que dans chaque continent, à peu près, il y a une représentation d'une divinité qui va représenter quelque chose qui dit la même chose, mais d'un autre point de vue, d'un autre axe, mais qui revient, il y a toujours on revient toujours au même point en final. et oui. Ouais. Oui, oui, il y a quelque chose de commun, hein, c'est clair, hein. C'est clair. Et puis, toutes ces divinités, faut quand même pas oublier que quand tu vois ce qu'ils se foutent dans la tronche mutuellement, je veux dire, Shiva, c'est pas le mec le plus pisse de la terre à certains moments, quoi, tu vois. C'est clair. Et du coup, c'est vrai que même en Égypte, hein, tu vois ce que Seth il fout à son frère Osiris et tout machin. Bon, tu te dis, mais en fait, c'est parce que ça parle de nous aussi. C'est ça. Ça parle de nous, de nos instincts, de notre animalité, de bah, des fondements de notre psyché, en fait, hein, des archétypes dont parlait Jung. C'est les fondements de notre psyché. Donc, c'est tout ça. Et effectivement, on va le retrouver dans toutes les grandes civilisations, quoi, C'est ça. sous d'autres formes, avec d'autres noms, Mm. mais porteurs quand même d'une conscience similaire. C'est ça que j'ai. C'est ça qui est intéressant, c'est avec ton point de vue, d'amener la conscience d'un point de vue égyptien avec tous ces symboles, toutes ces représentations de Dieu, etc., qui nous amènent encore à une autre réflexion de la conscience, parce qu'il y a pas qu'une voie pour accéder à cette illumination, entre guillemets, et c'est ça qui est génial dans le monde actuel qu'on vit, c'est qu'il y a plein de voies possibles, quoi, pour arriver au même point. À un moment donné, on va se recroiser, quoi. Ça, c'est ce que je trouve génial, quoi. Parce que d'un coup, il y a une personne qui va plus entendre le mot Égypte et ça va plus la résonner en elle, avec peut-être que nos bagages anciens, etc. Donc, c'est ça qui est génial. Je trouve ça vraiment agréable, cette vie sur terrestre, parce qu'il y a plein de choses qui est intéressantes, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Allô Iris? Iris? On a perdu Iris. Bon, on va attendre qu'elle revienne 5 minutes. Ouais, il y a peut-être un petit problème De connexion. De toute façon, elle va vite se rétablir, je pense. Hein. On a parlé trop d'énergie, trop forte. Ah, bonjour Iris, ça va. Elle est revenue. Ça Ça y va, est. je suis revenue. Bon, bah super. Bah écoute, on va te laisser passer du coup à la deuxième partie de cette capsule. Parce qu'il y a une personne qui vient juste de poser une question, une dernière question, je trouve qui est très intéressante, c'est comment on sait à quelle énergie nous sommes connectés lorsque l'initiation de Douat. Allô? Alors, tu m'entends ou Ah, pas? Ah, je t'entends là, ouais. Mais l'image est figée. Ah, comment on sait à quelle énergie nous sommes connectés lorsque l'initiation de Douat? Lorsque quoi? lors, L'initiation de... lors de l'initiation d'Ouat. Ah, quand l'initiation va commencer? Oui, Ouais, je crois que c'est ça. je pense que c'est quelqu'un c'est quelqu'un, je pense, qui va faire partie de ton initiation, qui a posé la question. Bah, on verra ça pendant l'initiation. Mais Lui, il répond euh, oui en plus, ça c'est Johanna. Et ah oui, ok. Ben, en en fait, fait, elle a envie d'avoir un peu de goût avant, elle va avoir un peu de goût ouais, de goût. avant l'initiation. Eh ben, je pense que si tu le sais pas déjà, si tu n'as pas déjà eu justement une synchronicité, parce que j'ai reçu plein de messages de personnes qui participent en me disant ah, c'est fou, il m'est arrivé ça, du coup là, avec Neftis, avec Sekhmet, machin et tout. Si tu le sais pas encore, tu vas le savoir très rapidement de toute manière, et, et peut-être même là dans 5 minutes. Peut-être. Peut-être. Bon, on va te laisser Iris faire cette petite surprise. Ouais, j'espère que vous m'entendrez bien parce que du coup, moi, l'image, elle était figée, elle est figée, elle s'arrête.
Ah, Ok. on t'entend bien, hein. On t'entend bien Ok. et nous on voit bouger, hein. On te voit bouger, Ah, ok. on te voit fluide en fait. Ok, d'accord. La Donc, connexion elle a un peu diminué vers chez toi, mais ça va aller. ok. Ouais, c'est peut-être parce qu'en plus, il se met à pleuvoir fort dehors. Donc, c'est peut-être ça. Donc, bah, vous voulez qu'on passe à la surprise? Bah oui, avec plaisir. Ok. Donc, bah, la surprise, en fait, c'est que je vous propose justement une petite méditation guidée. Et bah, justement, on va aller à la rencontre bah, de ce qui se passe en vous. On va aller en terre d'Égypte. Et ce que je vous propose juste avant de commencer, c'est déjà d'avoir des écouteurs, si vous n'en avez pas. Peut-être de prendre, ça va pas durer très longtemps, mais de prendre, si vous voulez, une petite couverture si vous êtes un peu frileux, frileuse. Et surtout après, c'est être important, c'est de prendre des notes, en fait, de ce que vous avez pu voir. Si vous allez peut-être que vous verrez, certaines choses ou aurez des sensations, de le noter parce que, bah, justement, ça permet, de voir un peu, d'un point de vue symbolique, en fait, à quelle énergie est-ce qu'on est relié. Voilà, parce que de toute manière, les symboles ou ce qu'on peut voir, c'est jamais dû au hasard. Super. Donc j'attends juste une petite minute que les gens prennent ils veulent prendre leurs écouteurs et puis, on va commencer. Ça va pas durer longtemps, ça va durer 10 minutes, je pense. Mais, Ouais. c'est déjà ça donne un Bah, du petit coup, voilà, il y aura un avant-goût de la formation de l'initiation d'Ouate. ouais, voilà. C'est marrant parce que là d'un coup il y a mes chats, j'ai deux chats et ils sont tous autour de moi. Ah ouais? Ouais, ils sont tous venus. Attendez, je vais juste chercher un petit truc. Voilà, je prends mon élixir de lotus bleu justement, Super. avant de commencer la médite. Top. On ne trouve pas en France, c'est interdit en France. Ah bon? Ouais, le lotus bleu, ouais. Ok, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? On Ok, est prêt hein, maintenant. ok. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Voilà. Et on va commencer par prendre une grande inspiration. Et à l'expire, on va relâcher les tensions. Si vous sentez que vous avez envie de bâiller, laissez-vous bâiller tranquillement. On va relâcher toutes les tensions dans le corps. Et je vais vous inviter simplement à observer dans un premier temps votre respiration, sans chercher à la contrôler, simplement en l'observant. Puis à porter votre attention sur vos pieds, à ressentir l'énergie qui part de vos pieds et remonte dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses, dans le bassin, le ventre, l'énergie qui va jusque dans vos bras, descend jusqu'au bout de vos mains, le bout de vos doigts, remonte jusque dans vos épaules, la nuque, la tête. Et maintenant, vous allez simplement porter votre attention sur un point entre les deux yeux. Maintenant, je vais vous inviter à imaginer un lotus fermé au niveau de votre cœur, un lotus bleu. Et petit à petit, ce lotus va s'ouvrir et vous allez pouvoir vous installer à l'intérieur de ce lotus.
Une fois que vous êtes installé, le lotus va commencer à grandir de plus en plus grand et va dépasser votre corps physique en vous emmenant avec lui, dépasser les murs de votre maison, grandir jusque dans le ciel, chez les nuages, aller jusque dans l'espace. Et de l'espace, vous allez chercher l'Égypte en regardant la terre depuis là où vous êtes. Une fois que vous aurez trouvé ce point, vous allez pouvoir redescendre à travers l'atmosphère, descendre à travers le ciel, jusqu'à atterrir au bord du Nil, ce fleuve qui coule et irrigue toute la terre d'Égypte. Vous allez commencer à marcher sur le bord du Nil jusqu'à ce que vous puissiez voir un sentier qui remonte. Et là, un être vous attend et vous donne un premier symbole. Observez bien cet être, ses attributs et le symbole qu'il vous a donné. Retenez-le. Cet être va maintenant vous accompagner aux portes d'un temple. Suivez-le et observez autour de vous tout ce qui se manifeste. Peut-être a-t-il quelque chose à vous dire. Vous arrivez aux abords du temple, les portes s'ouvrent devant vous. Vous entrez à l'intérieur. Et là, peut-être une divinité, ou peut-être autre chose, vous attend. Au centre du temple, un grand bassin rempli d'eau. Des marches y descendent. Vous allez tranquillement descendre les marches pour aller vous immerger dans ces eaux. Le corps, puis la tête. Vous allez ressortir de l'eau de l'autre côté, monter les marches pour sortir du bassin et observer simplement les sensations, les émotions et tout ce qui est autour de vous pendant un instant. Au fond du temple, une lueur vous appelle. Vous pouvez vous diriger vers cette lueur et au sol, trouver des bougies, des offrandes, ainsi qu'un miroir posé parmi les fleurs. Vous pouvez saisir ce miroir, le porter jusque devant vous et regarder votre reflet.
Vous pouvez maintenant reposer le miroir, retourner au centre du temple, remercier l'être ou la divinité présente, sortir du temple, retourner vers le Nil, sur les bords de la rive, une porte avec un escalier. Avant de descendre les marches, il faut simplement que vous sachiez que je vais compter de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, vous serez complètement revenu à votre conscience de l'instant. 5, vous êtes au bord du Nil. Vous pouvez ouvrir la porte. 4, commencez à descendre l'escalier. Marche les unes après les autres. 3, vous arrivez au-dessus de votre corps. Vous commencez à sentir l'énergie qui circule dans vos mains. 2, vous pouvez commencer à agiter vos doigts, peut-être vous étirer. Et à 1, vous êtes complètement revenu et vous pourrez ouvrir les yeux dès que vous sentirez. Ça va? Oui, ça va bien. Alors moi, j'ai beaucoup toussé. C'est vrai? Ouais. J'ai senti vraiment J'avais plein de sensations dans le corps et du coup, j'ai été prise d'une quinte de tout. Mais tu sais, sans sortir, j'étais toujours à l'intérieur, mais je disais... Ma pauvre. Moi, je me suis fait, il y a il y a un chat qui est venu, mais vraiment sur moi, à réclamer mes caresses. Donc c'était, mais bon, c'était vraiment intéressant parce que j'ai quand même fait et il m'a accompagné au final. Il m'a accompagné pendant la méditation. Bah, depuis le début, hein, je crois, parce on l'a vu passer plusieurs fois. Mais c'est le petit gris là. Voilà. Mais moi j'ai eu vachement, j'ai eu l'objet, c'était le bâton. C'était un bâton d'Hermès en fait. Ah ouais, Et Un donc, bâton. le bâton d'Hermès, et en fait, après, voilà, j'étais tout le temps avec lui, quoi. le Donc, caducée. Ouais, le caducée, oui. Bah, c'est le caducée de Thoth, hein. Mm. oui. Donc, voilà. Et ensuite, bah, après, j'ai redescendu au fur et à mesure. C'était super. Merci, Et, Iris. avec plaisir. Et c'est drôle parce que à la fin, là, il y a mon chien, je sais pas si vous avez entendu, mais ma chienne à côté qui était en train de rêver et j'ai entendu ouah, ouah comme ça. Elle est en train de rêver. Ah, je vois, il y a Marion qui dit un voyage trop bien, accompagné par Anubis, la croix Ankh en objet. Et bah, Marion, moi, c'était pareil. J'avais Anubis et la croix. Ouais, bah moi, c'est Anubis aussi qui est venu m'accueillir. Mm. Donc, comme quoi, ok. Ah, et bien, il y a Morgane aussi qui dit la croix Ankh aussi et Horus. Horus, ouais. Voilà. Bon, la croix était bien présente, en tout cas. Moi, Bien présente. c'est super. Bah voilà, Bah, j'espère. ravi que ça vous ait plu. Bah oui, en tout cas pour nous, c'était, enfin moi je suis toujours ravie parce Il y que a une grande fan hein, en face de toi. je te suis depuis longtemps, c'est vraiment, je suis super contente. Puis c'est un beau cadeau que tu nous as fait déjà de discuter avec toi et puis ce petit voyage où tu nous as emmenés après en Égypte. Concrètement, en fait, on est parti quoi, c'est super, c'est chouette. Et Bah, écoute, merci à vous, hein, parce que c'est un vrai plaisir. Bon, moi, ça m'a fait plaisir de faire connaissance avec toi, Iris. Oui, moi aussi. Donc voilà, je suis hâte parce qu'elle fait quelque chose qu'à cause du Covid, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais c'était de partir chez les gens et tirer les cartes tarot et de vivre un peu cette expérience avec les gens. Je trouvais ça une expérience super à faire
et je suis hâte que puisses repartir sur les routes et faire ça aussi parce que Ouais, ouais, moi c'est- aussi. Bah, normalement, je devrais tourner le deuxième épisode, peut-être au mois d'avril, je sais pas trop encore. Je sais pas encore, mais voilà, mais c'est possible, voilà, pour J'irai tirer les cartes chez vous, épisode 2, ouais. Ce Bah serait ouais, chouette. parce que c'est quand même un super concept pour ceux qui savent pas. C'est ça, c'est que Iris part avec son tarot, son matériel pour voilà, la rencontre des gens dans des villes. Qu'est-ce Ah, qui se passe? encore un petit chat. Pour aller tirer les cartes, c'est super, quoi. Ouais, Il y a ouais, ouais. plein de merci, merci, c'est top, top. Oui, Il y a aussi Merci à vous. qui dit Anubis et la croix. bah, il y a Johanna maintenant, et elle fait une partie de l'œil d'Horus. J'ai pensé à Anubis. Dans le miroir, j'ai vu un chien noir avec une chevelure comme celle de Cléopâtre et couronne. Ah Ah, bah, Ah excellent. bah tiens, il y a tes potes, il y a ton pote chez Iris. Ah, Béatrice, merci Béatrice, coucou. Donc, ah ouais, il y a un petit ça qui passe derrière. bon, j'ai juste bah, après supraconscience, il y a d'autres capsules qui arrivent prochainement. D'un coup, on va passer à un virage à 360 degrés. Là, on va plus parler du pouvoir et de la conscience en entreprise, de voir la partie véritablement travailler sur une partie horizontale de management, etc. Non plus verticale, mais horizontale, de voir qu'est-ce qui peut se passer aussi de travailler comme ça dans une entreprise. Donc voilà, Voilà, sortir de la c'est ça. pyramide et de la hiérarchie et passer d'un système pyramidal à un système horizontal. Est-ce que c'est possible et surtout sur quelle base? Mm. Comment ça peut se faire? Voilà. Donc, comment on peut mettre de la confiance en entreprise? Et c'est aussi le sujet de notre table ronde du 18 mars. Voilà, financer entreprise, comment mettre de la confiance en entreprise. Super intéressant. Ouais, parce qu'il y a aussi de ce côté-là où on a bien besoin. C'est clair, voilà, tellement. Voilà, Donc, ouais. donc c'est pour ça. Et ben, en tout cas, merci à tous. Merci Iris, c'était super, super chouette. Merci à vous. Merci à Vas-y, toi. Non, bah, vraiment. c'était à toi et puis à très Ok. très bientôt. Au À revoir bientôt. Iris. Allez, Ciao, Merci à tous ciao. et à toutes. Ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.